E c'est parti! Buongiorno a tous! Comincio così perché giustamente oggi il padrone di casa, diciamo così, viene dalla Francia, quindi bisogna assolutamente essere presenti. Sapete benissimo che abbiamo per la seconda volta con noi Hubert Auriol perché la prima non è stata sufficiente e quindi preparatevi perché noi partiamo immediatamente. Per cui io faccio entrare subitissimo il nostro ospite di oggi. Bonjour Hubert! Bonjour Elisabeth. Ça va? Ouais, très bien, très bien. Les confinements, ça dure encore, oui. Encore 10 jours. Ouais, ouais, il va être long encore. Tra Encore l'altro 10 jours. domani è festa, domani il y a aussi la fête de Enfin, Première de mai, mais on encore 10 n'aura pas jours. de choses. On espère que c'est que 10 jours. Ah oui, justement, il faut dire ça aussi. Effettivamente speriamo che per loro siano 10 giorni, per noi dovrebbero essere 5, insomma, staremo a vedere. Arrivano già subito i primi messaggi, ma io la volta scorsa, sapete, eravamo arrivati al 1992 con la vittoria della Parigi Città del Capo, ma io mi sono resa conto che non ho parlato di alcune cose importanti. Innanzitutto un desiderio. Alors, on va commencer avec un question qui arrive da Monsieur Ciro De Petri. Ciro. Oui. Allora pensate, Ciro mi ha chiamato poco prima di andare in diretta perché ha detto so che oggi vedi Hubert e quindi gli devi fare una domanda da parte mia e io sono pronta. La faccio prima a Hubert e poi, anzi no, ve la traduco. Bruno Birbesit di Bonjour intanto, cominciamo a avere già i nostri ospiti fissi. Alors, la question, c'est la Dakar 87, la Dakar del 1987, avec Kajiva. Et Ciro, il m'a raconté qu'à commencer dans moto, on peut dire, il y avait un souci des boîtes de vitesse sous les moteurs Kajiva. Il y avait et alors, beaucoup de problèmes de boîte de vitesse. Oui, justement. Oui. Et tu as trouvé la solution parce que tu as appelé, je pense, pour une connaissance de quelqu'un qui était sous l'hélico, tu as appelé ta femme et Kajiva, il a envoyé un avion. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. D'accord. Cette année-là, on avait une étape qui finissait au milieu du Ténéré à la plateforme Texaco. Et là, il y avait pas de bivouac, il y avait juste 2-3 avions qui étaient posés, dont le gros Transal qui transportait l'antenne de satellite de Yves de Villers, et rien. Enfin, et 2 petits avions avec un DC-3 avec le personnel de Africa Tour et tout. Oui. Et moi, j'arrive, Chiro arrive, je crois, il avait la boîte bloquée. Et moi, j'avais la boîte qui passait pas la 5e, et donc j'étais quand même très très inquiet parce qu'on avait eu des problèmes de boîte et je me disais, là, on a encore 3 étapes dans le Ténéré. Si on trouve pas une solution pour la deuxième partie de la course à partir d'Agadez, pour la victoire, c'est fini. Et je me promène sur le bivouac et je tombe sur Yves de Villers, qui a l'avion de transmission qui faisait la télévision pour France Télévisions. Et je vais le voir et je lui dis, mais tu sais pas comment je pourrais téléphoner en Italie, à Varèse? Et il me dit, il n'y a pas de problème, tu veux téléphoner? Tiens, il y a le téléphone là sur la table. Et il y avait un téléphone, tu sais, les téléphones gris comme autrefois, quoi. Et il me dit, je lui dis, comment je fais? Et il me dit, tu décroches et tu fais ton numéro. 87, hein. Je décroche. 00, l'indicatif de Varèse. Je fais le numéro de Kajiva, j'attends un peu, ça sonne, et qui décroche? Adzaline. Adzaline au téléphone, donc évidemment, Adzaline, il parle pas très bien français, donc il me passe l'Adzati. L'Adzati parle super bien français, et je lui explique le problème. Je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu trouves une solution, parce que là, on casse les boîtes de vitesse comme c'est pas possible. Il faut que vous nous envoyiez des boîtes de vitesse. Il me dit, te préoccupe pas, je m'en occupe et je raccroche. Et nous après on part, on fait une spéciale donc on fait la spéciale, tu sais la spéciale qui part de l'arbre du Ténéré. Oui. On va à Bilma à Dirkou et Dirkou retour à Agadez. Donc c'était 2 étapes et 3 jours je crois. On arrive à Agadez. Agadez, à ma grande surprise, il y a le staff de 2-3 personnes de Kajiva qui sont sur l'aéroport d'Agadez. Et quand je commence à leur dire, mais il me dit, te préoccupe pas, chut, dis rien, et hop, et on file à Agadez, à la Villa catholique, parce que nous, depuis
3 ans, chaque fois, je louais la villa catholique à Agadez. J'arrive dans la villa, et là, je découvre qu'il y a un atelier. Tout est prêt. Et en fait, ce que j'ai su, c'est que quand j'ai raccroché, ils ont remis l'usine en marche, ils ont fait venir les mécaniciens, ils ont taillé des pignons spécialement, ils ont remonté des moteurs avec des pignons renforcés, ils ont trouvé un avion, ils ont mis les moteurs dans les avions, ils sont partis de Lugano en Suisse et ils sont arrivés à Agadez avec un avion immatriculé en Suisse. Quand il y a un avion suisse qui se pose à Agadez, personne ne dit rien parce que tout le monde pense que c'est un avion de la Croix-Rouge. Il se pose et en fait, c'était les pièces de la clavure. Alors, ça, il faut le traduire, c'est super. Alors, bonjour Pierre, par contre, Pierre il vient d'apprendre l'italiano, il a écrit buongiorno. Bon, allora, la storia è questa, praticamente nell'87 le Cagiva avevano un grossissimo problema di cambio e erano arrivati all'albero, al Texaco, appunto all'albero del Teneré e allora Ciro aveva già fatto fuori il cambio e invece per quanto riguarda Hubert aveva sbriciolato la quinta, quindi dice così non ci arriveremo mai più alla fine, mancavano ancora 3 tappe di Teneré, quindi dice impossibile. Arrivano al bivacco e non c'è modo di chiaramente chiamare a casa in nessuna maniera, era un bivacco marathon, e lui trova, ci sono 3 aerei in tutto, uno di questi è un piccolo DC-3 che è quello che, della televisione, quindi chiaramente con le comunicazioni. Lui si avvicina a una persona che conosceva e gli dice non è che io potrei riuscire a telefonare a casa e ho un'emergenza, e questo gli dice guarda c'è un telefono là sopra, il classico telefono grigio che avevamo noi a casa ancora con il cerchio da praticamente per chiamare, e lui dice se vuoi chiama. Allora lui rimane un attimo perplesso e dice ma come faccio a chiamare? Fai il numero, dice quello. Lui chiama in Cagiva ovviamente e incredibilmente gli risponde Azzalin. E lui dice come mi risponde Azzalin? Chiamo in Cagiva e mi risponde Azzalin, perché la fabbrica era fondamentalmente chiusa, e anche perché era sera. E allora lui gli dice guarda abbiamo un problema ai motori, abbiamo un problema al cambio, non arriveremo mai più se non sistemiamo questo problema, e loro gli dicono non ve ne preoccupate, ci pensiamo noi. A quel punto riapre la fabbrica, fa andare tutti i meccanici, rifabbricano come avete sentito, praticamente tagliano, fanno pignoni, cose, creano dei nuovi motori, dopodiché vanno in Svizzera, affittano un aereo a Lugano e da Lugano partono per andare ad Agadez dove c'era la tappa di riposo. Chiaramente ad Agadez nessuno si preoccupa del fatto che arrivi un piccolo aereo dalla Svizzera perché sopra c'era una Croce Rossa, quindi dice l'hanno scambiato per un aereo della Croce Rossa, lo fanno atterrare senza problemi e questi vanno e mettono, praticamente costruiscono un nuovo atelier, una fabbrica, una Cagiva 2, dentro una delle case che si prendevano sempre in affitto ad Agadez durante le giornate di riposo, chiaramente all'insaputa di tutti, e quindi là sono stati cambiati i motori e così siamo arrivati fino in fondo. Bon, ça c'est fait alors. Pour Ciro, on a la réponse. Abbiamo risposto ai dubbi di Ciro. Ma dalle mêmes années, 97, pas content de faire que le Dakar, tu as essayé de faire un record en avion. Oui, parce que j'avais des copains avec lesquels on faisait de l'ULM, et ces copains, entre autres, c'était Patrick Fourtic qui s'occupait de toute la logistique des avions sur le Dakar. Et comme on avait fait des courses, on avait gagné des courses, etc., le sponsor, qui était Moët & Chandon, enfin le groupe Moët & Chandon, nous avait dit c'est bien, mais on veut une opération internationale. Et Patrick avait eu l'idée, il avait vu qu'il y avait Howard Hughes avait établi un record pour faire la promotion de l'exposition universelle de New York en 1938. Il avait fait un tour du monde avec un avion bimoteur, et cet avion, c'était un record qui existait dans les tablettes de la Fédération internationale aéronautique. Donc il s'est dit, pas bête, pourquoi est-ce qu'on va pas tenter de refaire le même record avec le même avion? Il est rentré en France, on a proposé ça à notre sponsor, qui a dit, c'est une idée fantastique, ok. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Patrick? Eh ben, il est parti à Miami acheter l'avion. On a acheté l'avion à Miami. Bon, alors moi, j'étais un peu handicapé parce que je m'étais cassé les jambes, donc j'étais à l'hôpital. Donc, il est parti avec Henri Pescarolo et ils ont été convoyer l'avion qu'ils ont ramené de Miami à Paris. Alors, le vol déjà a été
sportif parce que traverser l'Atlantique avec un avion que tu connais pas, bon. Quand il est arrivé en France, il a fallu réviser l'avion et heureusement, si tu veux, l'IGN qui est la société qui fait la cartographie pour la France, avait un avion qui était un ancien bombardier de la guerre, un quadrimoteur avec exactement les mêmes moteurs et ils étaient dans le nord de Paris. Wow. Il va les voir et il leur dit, écoutez, voilà, nous on a un problème, on a les mêmes moteurs sur notre avion, est-ce que vous pouvez nous le réviser? Banco, ils disent OK. Et en fait, de révision, il fallait quand même changer un moteur. Changer un moteur, pas de problème. On téléphone aux États-Unis, à Lockheed. Est-ce qu'on peut avoir un moteur pour le Lockheed 18? Pas de problème. Il nous envoie un moteur dans une caisse. Le moteur, il datait de la dernière guerre, avec le papier huilé, la caisse en bois. Donc, il n'était pas sorti de la caisse depuis la guerre. On a sorti le moteur, on a changé le moteur, on a révisé complètement l'avion, parce qu'en plus, il a fallu enlever, tu sais, les rivets pop sur toute la carlingue pour pouvoir mettre un énorme réservoir dans l'avion à la place des passagers. Bref, ils ont révisé l'avion était prêt, et une fois qu'il a été prêt, il a fallu apprendre à piloter, parce que moi, j'avais jamais piloté. Donc, on a commencé à faire des vols de reconnaissance. Peut-être que tu veux traduire un peu. Oui, alors, giustamente, allora vado a tradurre. Je dis aussi bonjour à Ghislaine, qui est avec nous. Il se rappelle de notre dîner à Rome. E Giorgio Di Maira, ciao Giorgio. Allora, che cosa succede praticamente? Che nel 1987 il loro sponsor, che era Moët Chandon, gli propone di fare qualche cosa di internazionale. Allora loro dicono, che cosa possiamo fare di internazionale? E più che lui, che ovviamente in quel momento era in ospedale perché si era rotto le caviglie nella Dakar e quindi aspettava di guarire, i suoi amici, che non sono gli ultimi arrivati, perché uno di questi è Henri Pescarolo, tra l'altro, gli dicono, guarda, ci sarebbe la possibilità con un bimotore, che si chiama esattamente un Lockheed 18 Lodestar, che si può fare questo giro e battere quello che era il record di Howard Hughes. Sapete, il famosissimo imprenditore, si è fatto anche un... oui, eccolo là, quello è l'aereo, vedete il J&B, perché è sempre una marca che fa parte di Moët Chandon, è il whisky, come sapete, il G&B. E vanno a prendere, questo aereo è a Miami però, quindi bisogna andarlo a prendere. Hubert era a letto e non poteva farlo, ci vanno gli altri due suoi amici, lo riportano in Francia e bisogna revisionarlo. Questo aereo però è un bimotore dei tempi della guerra praticamente, quindi bisognava trovare i motori e li trovano. Tra l'altro fanno arrivare un motore dall'America che era chiuso dentro una cassa. Avete presente i Predatori dell'Arca Perduta dove chiudono alla fine l'arca? Ecco, una cosa del genere. Praticamente arriva la cassa in legno, dentro c'è un motore ancora mai stato toccato dai tempi della guerra, lo mettono su, in più devono svitare tutto quanto la parte del bimotore dove normalmente ci hanno alloggiati i passeggeri, perché lì hanno messo un serbatoio supplementare, perché dovendo fare il giro del mondo serviva un po' di carburante in più. C'est fait, on va continuer. Alors, une fois qu'on a fait 2-3 vols d'essai, donc moi, mon premier vol, on est parti du Bourget. Il y avait un orage comme c'est pas possible. Patrick me dit, c'est toi qui pilotes. Je décolle. C'était dans l'orage, alors, avec les éclairs et tout, mais impressionnant. Et Patrick me disait, tu regardes bien les ailes parce que si jamais ça givre, il n'y a pas de dégivrage, il faut absolument sortir de la couche et descendre aussitôt. Et moi, je transpirais parce que j'essayais de garder l'avion. Le vol, l'altitude, etc. Je regardais les paramètres moteurs et tout. Et puis j'essayais de naviguer parce que dans la nuit noire, hein, quand il fait nuit, je suis obligé de voler aux instruments. J'ai jamais transpiré autant de ma vie. Enfin bref, tout s'est bien passé. Et est arrivé le Salon du Bourget, puisqu'on avait décidé de partir au moment du Salon du Bourget pour le tour du monde. Donc il y avait Patrick Fourtic, Henri Pescarolo, moi et Arthur Powell, qui était le mécanicien canadien, parce on l'avait emmené avec nous, on avait acheté l'avion avec le mécanicien. Comme ça, pour l'entretien de l'avion, c'était mieux. Et nous voilà partis du Bourget, direction. Comme on arrive, le problème, c'est qu'on voulait faire le tour, le même parcours, mais on pouvait pas avoir l'autorisation du survol de la Russie. On n'arrivait pas à avoir les autorisations, donc on a modifié un peu le parcours, qui passait de toute façon par le pôle Nord, mais au lieu de passer au-dessus de la Russie, tu vois, on montait le long de la Norvège, et après ça, on repartait sur le Canada. Contourner, ouais.
Donc on arrive, on fait le premier vol, on se pose dans le nord de la Norvège. Donc premier vol déjà, on vole pratiquement 7 heures. On s'arrête. Le dernier aéroport, tout à fait au nord de la Norvège. Là, on fait les pleins complets avec un camion, tu sais, un porte-godet, parce qu'il fallait qu'on ait un fût de 50 ll de l'essence LL, parce que c'est pas du kérosène, c'est des bidons d'essence, ouais. comme sur le Dakar, tu vois. Comme sur le Dakar, ouais. On remplit les réservoirs, donc on est plein à ras-bord. Patrick se met aux commandes, on est là, on part de la piste, ça roule, et au bout de la piste, c'est la mer. Hein. Et là, il tire, on décolle doucement, et c'est parti. Et maintenant, c'est direction le pôle Nord. Bon. Et là, on est parti quand même pour 12 heures de vol. Non-stop. Oh, je vais tradurre allora arriva il grande giorno in cui devono partire, partono da Bourget, scelgono tra l'altro il periodo in cui c'è il salone e chiaramente Hubert non aveva mai pilotato prima un aereo, gli hanno fatto fare un corso, una scuola, ha fatto dei test eccetera. Il momento in cui devono partire è notte, buio, e in più c'è un temporale di quelli che te li ricordi per tutta la vita, e Patrick, che è insieme a lui, appunto Patrick Fortic, gli dice decolla tu, visto che è la tua prima volta, fai tu questa esperienza. E lui dice, come io? Ma che siete matti? Io non ho mai volato, insomma così. E invece decollano e lui dice, credo di non aver mai sudato tanto in vita mia, perché riescono a decollare e chiaramente notte fonda, quindi devi anche capire dove stai andando, chiaramente c'erano i fulmini, i tuoni, nuvole, tutto intorno, e Patrick gli dice fai attenzione perché se si comincia a formare del ghiaccio sulle ali siamo in un bel pasticcio, bisogna scendere subito di quota e cercare di farlo sciogliere, per cui lui dice io sono stato con un'ansia mostruosa. Fatto sta che arrivano in Norvegia perché la Russia non gli aveva dato il permesso di utilizzare il loro spazio aereo, quindi non potevano passare, e allora sono atterrati all'ultimo aeroporto disponibile in Norvegia, in cima, hanno fatto il pieno a tappo, come si dice, con i fusti, perché non usavano, chiaramente era un vecchio aereo, quindi non usavano kerosene, e da lì sono ripartiti direzione Polo Nord, altre 12 ore di volo. Ok. Alors on décolle, on arrive, on s'approche du pôle Nord. Là, les compas se mettent à tourner parce qu'ils deviennent fous. Et on avait juste un appareil de navigation il n'y avait pas de GPS encore, ça s'appelait l'Omega. Et effectivement, oui. Je vois les kilomètres, on s'approche. 89, 90, 89, 95, 99 et 89, 99. Donc on est à la latitude 90. On est au pôle Nord. Et je dis à Patrick, on est au pôle Nord. Donc là, on fait un 360 degrés parce qu'on était quand même au pôle Nord, on était au-dessus du pôle Nord, donc on voyait rien évidemment parce qu'il y a la glace dessous. Et on fait un tour, 2 tours, une lumière magnifique, coucher du soleil, donc il y a le soleil rasant à l'horizon. On fait des photos parce que moi j'étais chargé de faire les photos. Aussi. Et on fait un tour, 2 tours et Patrick m'a dit bon qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis maintenant allez direction Fairbanks, on y va. Et on prend la direction de Fairbanks. Et là, on est reparti et il me dit, bon, maintenant, il va falloir se décider. On vole pendant 2 heures et il me dit, il faut qu'on prenne la décision. On est à mi-parcours. Là, c'est où on va jusqu'à Fairbanks et on se pose. Ou sinon, si on fait demi-tour, c'est maintenant. Ou sinon, après, on ne pourra pas faire demi-tour parce qu'on n'a plus assez de carburant. Donc, on regarde les instruments. Tout était dans le vert. On continue. Et on continue. On a volé toute la nuit. Et on s'est posé, on a fait un vol de 12h30 jusqu'à Fairbanks. C'était le plus long vol qu'on ait fait de tout le parcours. Wow. Après Fairbanks, on se pose, on commence à être un peu décalé, le jour, la nuit et tout. À Fairbanks, on est descendu à Los Angeles. Et on est arrivé, pareil, à Los Angeles au coucher du soleil, donc avec le soleil dans le dos, qui éclairait les pistes devant, tu vois. Et Los Angeles, c'est 4 pistes. Et nous, on descendait, on arrivait parce que tous les avions arrivaient à la même vitesse. Donc, on avait deux 747 en même temps, un à gauche et un à droite. Et notre petit coucou et un autre. Et les 4 avions. Et on se pose à Los Angeles, l'aéroport international. C'était une image absolument fantastique. La lumière fantastique. Tu vois, avec le soleil qui éclairait par derrière. Superbe. Magnifique. Donc, nous, on se pose dans la partie aviation d'affaires, parce que côté il y a les 747, tous les avions internationaux.
Et on s'arrête dans les bureaux, moquette épaisse comme ça, la climatisation à fond, il faisait 18 degrés dans les bureaux, on se caillait. On mange un morceau, on prend une douche vite fait, et hop, on redécolle direction Fort Lauderdale, Miami, en fait, parce qu'on faisait Los Angeles, Miami en une traite. On arrive pas très loin de Fort Lauderdale, et là, je dis à Patrick, c'est normal, regarde, il y a une fuite d'huile sur le moteur. Il vient voir, et effectivement, on avait une fuite d'huile, et là, on avait encore 2 heures de vol avant d'arriver à Fort Lauderdale, enfin à Miami. Il me dit, bah, écoute, tant pis, on va prendre le risque. On a continué et on est arrivé. Le moteur, il y avait plus d'huile dedans, il était sec. On a remis, je sais pas, 40 litres d'huile dans le moteur. Enfin, c'était juste une petite fuite, c'est pas grave. Donc, on a colmaté la fuite, on a réparé. On est reparti pour le nord, pour Gander. Gander, c'est le dernier aéroport au nord du Canada. Oui. On s'est posé, on a fait le plein et Gander, on a refait le grand saut au-dessus de l'Atlantique. Gander, le Bourget. Et on s'est posé au Bourget, record battu, et on a battu le record on a fait le record en 88 heures, et le record était de 92 heures. On a battu de 4 heures. Oui, allora riassumo questa cosa meravigliosa. Quindi con loro ULM ripartono praticamente, arrivano al Polo Nord, si accorgono che sono al Polo Nord unicamente perché guardi la bussola, no? Quindi guardi i gradi, e perché dice sotto c'è solamente del ghiaccio, quindi tu non capisci dove sei, lo capisci da quello. In più lui era responsabile di fare le foto, quindi fanno tutte le foto, proseguono e devono arrivare a Fairbanks, che è in Alaska chiaramente. E nel momento in cui stanno andando verso questa direzione, Patrick, che in quel momento sta conducendo lui l'aereo, gli dice: bene ragazzi, questo è il momento di decidere se volete tornare indietro. Lo dobbiamo fare adesso, perché dopo non avremo abbastanza carburante per farlo, quindi dovremo andare avanti. Loro si guardano, va tutto bene, e la strumentazione è a posto, dice no, andiamo avanti. E così arrivano a Fairbanks. Da lì ripartono, vanno a Los Angeles, e lui dice: ho un ricordo meraviglioso dell'atterraggio a Los Angeles, perché Los Angeles è l'aeroporto internazionale, quello passeggeri, ha 4 piste, e dice, e quando atterri sei tutti alla stessa velocità, ovviamente arrivi sulla pista, nonostante tu sia più o meno grande, e insieme a loro atterravano 2 747, loro erano in mezzo con questo ruttino, posso dirlo, veramente, che si infilava in mezzo a questi grandissimi aerei, e dice, c'era il tramonto, avevano il sole alle spalle, quindi dice un ricordo che non si può neanche spiegare, comunque straordinario. Arrivano a Los Angeles, ma non è che loro erano in vacanza, stavano battendo un record, quindi escono, vengono accolti chiaramente in un posto scicosissimo, in un hangar tutto ben arredato, fanno una doccia veloce, mangiano qualcosa, ripartono immediatamente direzione Fort Lauderdale, quindi Miami. Mentre stanno volando verso questa direzione, lui vede sulla carlinga, insomma, si accorge che perdono olio, che c'è un piccolo filo d'olio che esce, e Patrick gli dice: bello mio, così è, dobbiamo comunque andare, non possiamo fare niente in volo, quindi speriamo di arrivare. Arrivano a Fort Lauderdale senza olio completamente, tant'è vero che ce l'hanno rimesso, hanno messo 40 litri d'olio, quindi tantissimi, fanno il pieno di olio, e da lì poi da Fort Lauderdale ripartono per andare a quello che è l'ultimo appoggio che avevano ancora in Canada, e poi da lì tornare alle Bourget. Ce l'hanno fatta, hanno battuto il record, e quindi il record è stato fatto, e l'avventura, diciamo, l'aventure un peu di avion, c'est terminé bien, è ben passata. Ma avant de revenir sur Dakar, il y a aussi, juste parce qu'on est pas loin du Canada, il y a encore quelque chose à faire. Allora, dopo essersi rotto le caviglie e aver tentato appunto l'idea del buggy, di correre comunque sempre con il buggy, dice: facciamo anche qualcosa di diverso. E sa che René Medge organizza, quindi un uomo, un mito, ma soprattutto qualcuno su cui fare massima fiducia, a cui dare massima fiducia. C'è questa gara che viene chiamata la Dakar de Neige, la Dakar della neve, che si chiama Arricana, e lui giustamente pensa di andarla a fare. Non aveva mai guidato una motoslitta in vita sua. Voilà, jamais conduit un motoneige, toi? Jamais. Ok, super. Comme l'avion. Comme l'avion, pareil. Ouais. Mais à partir du moment où René Medge organisait une course, on s'est dit, il faut qu'on participe. Comme en plus, ils appellent ça le Dakar des Neiges, c'était obligé que nous, on participe au Dakar des Neiges. Donc, on se renseigne, on s'inscrit. Le sponsor, c'était TF1 qui organisait avec René Medge. Donc, on rencontre TF1.
et on monte une équipe avec le sponsor Bouygues, TF1 et je sais plus le troisième, et Marlboro. Et l'équipe, c'était Cyril Neveu, Philippe Vassar et moi. Mais on était. Cyril avait fait un petit peu de motoneige parce qu'il avait fait de motoneige dans les Alpes. Mais Oui. moi, j'avais jamais fait de motoneige. Donc je me dis quand même, je vais aller faire un coup de motoneige. Donc je téléphone à mon copain Choumi qui organisait des tours de motoneige au Canada. Et je lui dis, écoute, je voudrais venir pour que tu m'apprennes à faire un peu de motoneige. Il me dit, pas de problème, tu viens. Donc j'arrive là-bas et je lui dis comment on fait. Mais il me dit, écoute, là j'ai un groupe. Tu vas venir avec moi, tu seras mon assistant. Et donc, je me suis retrouvé dans un groupe. J'étais l'assistant de Choumi, comme si j'étais un moniteur, alors que j'avais jamais fait de motoneige. Jamais fait, oui, bien sûr. Et les gens qui venaient, c'était des gens que je connaissais déjà de Paris, un architecte, Olivier Ossard qui faisait de la moto, etc. Et je me suis retrouvé à faire l'organisateur alors que j'avais jamais fait de motoneige. Donc ça, c'était très drôle. Pas mal. Et puis, comme il fallait quand même, René voulait faire un véritable une épreuve d'endurance avec un traîneau et tout dans le traîneau, le tipi, la tente, le sac de couchage. Je me suis dit, il faut quand même qu'on s'entraîne à dormir dehors. Donc j'avais emmené mon sac de couchage grand froid et le soir, on arrive, après avoir roulé toute la nuit dans la neige et tout, on arrive dans une pourvoirie. Pourvoirie, c'est des relais qui existent au Canada. Tu arrives, tu as du bois, tu mets le bois, etc. Bon. On dîne, on avait un traîneau, on traînait la soupe avec les motoneiges. Et puis à la fin du dîner, tous les gens étaient là. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais moi je dors dehors sur la terrasse. Alors ils me regardent, ils me disent, mais tu es pas bien? Je dis, si, parce que moi je veux m'entraîner à dormir au froid. Mais il fait -20, hein, -20 degrés. Donc je sors, je me glisse dans le sac de couchage, grand froid, et je suis dehors par -20 degrés. Et à 2 heures du matin, 3 heures du matin, j'ai eu une furieuse envie d'aller aux toilettes. Sauf que faut sortir du sac de couchage et il fait -20, tu vois. Donc je te garantis, dans ces cas-là, tu vas très très vite. Et après, impossible de me rendormir parce que il y avait des bruits absolument incroyables, comme des coups de feu et tout, et je comprenais pas. Mais en fait, je me renseignerai et le lendemain matin, ils vont me dire, c'est la glace qui bouge. Et quand la glace bouge, tu vois, ça fait des explosions et tout, c'est impressionnant. Ouais. Je me réveille le lendemain matin, j'avais la tête un peu rouge parce que j'avais que la tête qui sortait du sac de couchage, le corps bien au chaud, mais la tête au froid. Donc c'était un peu spécial, mais j'ai dormi par -20 degrés dans le sac de couchage. Donc je savais que c'était possible. Bon, allora praticamente decide di andare a fare a Ricana e il team erano lui e Philippe Vassar, di cui abbiamo parlato ieri anche con Eddie Orioli, e Cyril Neveu, ma ovviamente c'è un particolare anche in questo caso, che Hubert non ha mai guidato una motoslitta, quindi chiama un suo amico che lavora appunto con le motoslitte e gli dice, guarda, non c'è problema, te lo insegno io, vieni su che ho un viaggio, vieni a darmi una mano, sei il mio assistente e nel frattempo impari. Lui dice, come il tuo assistente? Per cui si è ritrovato a gestire un gruppo con lui che non era mai salito su una motoslitta, però il gruppo però questo non lo sapeva, credo, ovviamente, e quindi hanno fatto questo viaggio insieme. Quando è stato il momento di andare, fanno tutta la prima giornata tutti insieme, poi si arriva dove si dorme, sono delle casette che sono dei piccoli bungalow, da come mi ha spiegato, dove tu vai dentro, insomma accendi il fuoco e tutto, ti fai da mangiare, e loro mangiano, si lavano e tutto. Quando è il momento di andare a dormire, Hubert dice, bene signori, io vado a dormire fuori. E tutti lo guardano e gli dicono, sei fuori, cioè sei fuori nel senso che no, sei pazzo, perché fuori c'era -20 gradi. E lui dice, no, io devo fare una gara fra qualche tempo, quindi mi devo allenare a dormire all'aperto, e così è andato fuori. Ha dormito, si è chiuso tutto dentro il sacco a pelo, a parte la faccia che quindi la mattina era completamente rossa dal freddo. Ha dormito bene, salvo che a un certo punto la notte doveva fare pipì e quindi si è tirato fuori dal sacco a pelo. Dice, credimi che in quei momenti, in quei frangenti fai molto veloce. E poi dice, non sono più riuscito realmente a dormire profondamente perché c'erano dei rumori fortissimi, dei crack fortissimi, delle esplosioni, e gli hanno spiegato poi il giorno dopo che era praticamente il ghiaccio quando si muove durante la notte, e credo che sia una cosa abbastanza che si sa, insomma, diciamo, di questi posti ghiacciati,
crea chiaramente un urto molto forte et des rumori molto forti. Ok, donc je t'ai pas donné de thé aujourd'hui, hein? Tu as mené ta tasse? Bien sûr. Ah, tiens. Oh là là, c'est ma faute alors. J'ai oublié ça. Bon, après, il arrive alors à Ricana. Alors après ce tour où on a appris à faire un peu de motoneige, on est arrivé le jour de la Ricana. Donc on avait des, je sais plus que, non, on avait je sais plus quelle marque. Enfin bon, bref. Polaris, peut-être, non? Motoneige. Et avec, on avait mis une boîte derrière le siège pour mettre des sacs de couchage, etc. Et nous voilà partis tous les trois pour la première spéciale qui était sur le circuit Gilles Villeneuve au Canada. Et là, on découvre le grand froid parce que c'est vraiment le froid, c'est quelque chose. Hein. C'est une. Ah bah ouais, je suis sûre. Et évidemment, René avait bien organisé les choses et la première étape, bivouac dans la neige. Donc on arrive, il nous avait dit, on est au bord d'un lac, il y a une tente pour l'organisation. Et on lui dit, et nous, on s'installe où? Il y a du bois là, on a coupé du bois, vous montez votre tipi et vous couchez dans le tipi. Alors on arrive, on s'arrête, on n'avait jamais monté le tipi dans la neige, hein. Donc on s'arrête, on déballe tout, évidemment on a les gants, les combinaisons, etc. Une fois qu'on a installé le tipi, sauf qu'on ne sait pas qu'il faut mettre des branches par terre pour faire un écran avec la neige. Ah. On monte le tipi, on met le poêle, on prend le bois, on commence à allumer le feu. Effectivement, dès que le feu marche, on se met tous sous le tipi, on enlève nos gants, les combinaisons, et ça commence à faire de la vapeur d'eau parce qu'évidemment, le poêle chauffe à mort. Et puis la nuit tombe et il fait nuit et voilà. Et on n'a rien pour manger. On a des pâtes déshydratées, un peu d'eau, donc un peu de neige qu'on fait fondre pour mélanger aux pâtes. Et donc rapidement, comme on a fait de la motoneige toute la journée, on pense qu'à une chose, c'est d'aller se coucher. Sauf qu'un tipi c'est rond, il y a le poêle au milieu, et comme on est trois, Vassar se met d'un côté, moi de l'autre, et Cyril, comme il est le plus petit, on le met au milieu. Et on lui dit, on te met au milieu, et toi, tu t'occuperas de mettre du bois dans le poêle pour entretenir le feu toute la nuit. On se déshabille et on se endort dans les sacs de couchage et tout va bien. On se réveille le lendemain matin, le poêle est éteint. Alors on engueule Cyril, on lui dit, et le poêle? Il dit non, mais moi j'avais chaud aux pieds, j'ai cru que j'allais brûler, donc je l'ai laissé éteindre. Comme Pinocchio. Et résultat des courses, comme le poêle s'est éteint, comme nous on avait accroché nos gants à l'intérieur du tipi, tout est gelé. Donc les gants sont gelés, les chaussures en feutre, les chaussons en feutre dans les chaussures sont gelés, tout est gelé. Non. Et quand tu te réveilles le matin, normalement tu veux sortir pour aller faire un petit pipi. Sauf qu'il est hors de question de sortir tant que tu n'as pas mis ta combine et tes chaussures. Sauf que les chaussures, tu peux pas les mettre parce que tout est gelé. Donc, on passe 1 heure à essayer de s'habiller. Finalement, on sort. Il faut remballer le camp parce que René est là en disant bon, dépêchez-vous, hein, parce que. Ouais, bien sûr, c'est René, hein. On met tout dans les sacs, dans le traîneau, le tipi, la neige, etc., en vrac. Et puis on repart comme ça. Mais on part évidemment avec rien rangé comme il faut, n'ayant pas de petit déjeuner, pas manger, etc. Et on est reparti pour une deuxième journée de motoneige avec rien dans le ventre. Allora, cerco di riassumere, poi dobbiamo cambiare perché abbiamo già passato tantissimo tempo. Praticamente la prima esperienza va raccontata, la prima notte ad Arricana va raccontata naturalmente con René Megge che arrivano su quello che aveva creato lui come un bivacco. Non c'è niente, c'è una piccola casetta per gli organizzatori e basta. Allora Hubert dice, scusa, voi vi arrangiate, gli dice tipicamente a René, gli dice guardate lì c'è del legno, potete montare un tipì, quindi tipo una tenda indiana, e vi mettete lì, dovete però cavarvela da soli perché questo è la tipologia di gara
Loro, vabbè, dice non l'abbiamo mai fatto, lo facciamo, quindi dice monta sto TP e sei tutto vestito, sei a meno 20, meno 30, per cui chiaramente sei pieno di roba, c'hai i guanti, la tuta, sei imbottitissimo, no? Comunque riescono a montare questo TP, fanno partire il fuoco ed effettivamente il TP si scalda molto velocemente, tant'è vero che finalmente si spogliano, si mettono comodi, ma non hanno niente da mangiare, hanno solo dei piccoli pasti disidratati. Vabbè, niente di pazienza, vanno a dormire, siccome il TP è tondo, sapete, la base è rotonda, si mettono a dormire e siccome Cyril è piccolino lo mettono in mezzo, quindi loro due e Cyril in mezzo, e gli dicono, siccome lui dava sul fuoco, c'era il fuoco, era centrale nel TP, gli dicono tu hai la responsabilità di tenere acceso il fuoco per tutta la notte perché sennò moriamo congelati. Non c'è problema, dormono, la mattina si svegliano e chiaramente il fuoco è spento e quando loro cominciano ad arrabbiarsi con Cyril gli dicono una cosa dovevi fare, cioè dovevi tenere il fuoco vivo, e lui gli fa no, io avevo caldo e poi siccome mi dava sui piedi il fuoco ho avuto paura che prendessi fuoco con i piedi e quindi l'ho spento. Risultato che tutto quello che loro avevano dentro, quindi le scarpe, i vestiti, i guanti, era tutto ghiacciato, non si potevano inserire, mettere niente. Quindi mentre sono lì che cercano di vestirsi per uscire anche semplicemente dal TP, arriva René e gli dice tipo fra 2 minuti partiamo, classico per chi conosce René Meggia, e quindi loro hanno fatto su come potevano tutto quanto, l'hanno buttato sulla motoslitta senza aver mangiato niente, eccetera, vestiti con della roba ghiacciata addosso e sono ripartiti per la seconda giornata. Il faut qu'on s'arrête parce que sinon on a déjà passé plus qu'à 40 minutes. Mais quand même, tu as fait trois éditions de Harikana. 3 éditions. Ouais, pas mal. Hein, j'en ai fait deux, j'ai fini, et la 3e édition, je me suis fait très mal au genou. Donc là, j'ai arrêté parce que je me suis dit, bon, allez, ça va. Bon, allora, ne ha fatte 3 edizioni, 2 le ha finite e la terza invece si è fatto male a un ginocchio, siccome doveva poi andare a correre perché appunto eravamo nel 91-92 e altre gare, quindi ha lasciato perdere. On revient 92, on a déjà parlé des Mitsu et des Paris-Le Cap. Je voudrais parler de ton passage chez Citroën et des rendez-vous que tu as vu avec Monsieur Todd pour rentrer dal team, perché giustamente lui quando ha finito la sua avventura con Mitsubishi nel 92, pur avendo vinto la Parigi Città del Capo, però Mitsubishi aveva già tutti a contratto e come voi sapete nel 92 c'era la Parigi Mosca Pechino, pour la Pékin, e lui non aveva una macchina e dice c'è solo una dopo la Mitsubishi dove vado? Vado in Citroën, ma Citroën aveva già il suo team, allora lui comincia a lavorare ai fianchi Guy Freclen, che era il team manager in quel momento, e Freclen a un certo punto gli dice guarda che è inutile che lo dici a me, devi parlare con Jean Todt. E allora lui cerca di avere un incontro con Jean Todt e finalmente Jean Todt gli concede un appuntamento alla sede a Citroën Peugeot che sta appunto alla via Rue de Grande Armée vicino all'Arco di Trionfo a Parigi e gli dice ci vediamo alle 2, dovete sapere che Jean Todt quando ti dice le 2 sono le 2:00 esatte e lui infatti arriva con 10 minuti prima. Bon, tu arrives chez Jean Todt, c'est 14h. Je rentre dans le bureau de Jean Todt, je pousse la porte et j'ai pas poussé la porte que j'entends Jean qui me dit bon alors tu as dit qu'on était des tricheurs. Je suis pas rentré, j'ai pas dit bonjour et première chose il me dit ah bon tu as dit que Citroën on est des tricheurs. Alors moi je comprenais pas très bien ce qui se passait et évidemment j'allais pas lui dire non. Alors je lui dis attends je comprends pas bien et en fait à ce moment-là j'ai une absence complète parce que je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé l'année d'avant. Et effectivement bon après ça va revenir. Alors je dis oui bah écoute si tu le dis laisse-moi vérifier mais il faut le sortir de son contexte etc. J'ai pas dû vouloir dire ça comme ça. Bon enfin j'essaye de trouver une excuse pour bon. Je rentre, je m'assieds, on commence à discuter, etc. Bon. Et puis, je suis quand même dans une situation compliquée parce que je viens de gagner Paris-Le Cap pour Mitsubishi et je suis obligé de me justifier, d'expliquer que, voilà, que je sais conduire et qu'il peut me confier, qu'ils doivent me faire confiance pour une voiture. Mais la discussion s'est mal engagée, donc je suis quand même un peu mal à l'aise et je sais pas très bien ce qu'il va penser, etc. Donc on parle de choses et d'autres. Et puis au bout d'un quart d'heure, il finit par me dire bon bah écoute, on va voir, on va te faire un essai.
à Alès. Et donc, je me retrouve Oui, à Alès. Alès, un an après, la même situation qu'avec Mitsubishi, avec la voiture, les mécaniciens. Je monte dans la voiture, je fais 2 tours. Tous les mécaniciens sont dehors, personne ne me dit rien. Je dois faire 10 tours, aller vite, Et tout. pas mettre la voiture sur les portes. Et voilà, et ils me diront, ils me diront ce qu'ils pensent quand ils me diront. On verra. On verra. Donc, je monte dans la voiture, je fais déjà 2 tours et c'était l'ancienne ZX. Donc déjà, il y avait les suspensions avec très peu de débattement. J'ai déjà les sangles dans les épaules, tu vois, tellement c'est serré parce que j'avais Ouais. serré à mort. Je fais les 2 tours, je refais les 10 tours, je mets pas la voiture sur les portes, donc tout va bien. Et je rentre et j'attends. Et j'attends. Et j'attends, effectivement. Et effectivement, 2 jours après, ils me téléphonent et ils me disent c'est OK, tu vas être intégré dans l'écurie. Wow. Wow. Je vais traduire. Comment? Allora, praticamente lui va da Jean Todt e dice l'incontro comincia malissimo perché io ho ancora in mano la porta quando mi dicono di entrare, devo ancora chiudere la porta, che Jean Todt, diretto come è sempre sua abitudine, gli dice: ah, tu sei quello che andava a raccontare che noi eravamo degli imbroglioni. Lui dice: non mi sono ancora seduto, non ho neanche detto buongiorno, e mi dice subito così con il suo tono di voce, e gli dico: scusi? È una cosa del genere. E lui dice: sì, sei quello che ha detto che noi Citroën eravamo degli imbroglioni e qui e là. Allora lui capisce che non può dire no e dice: no, in questo momento non riesco a capire di cosa mi stia parlando, non mi è chiaro, però adesso mi informerò e vedrò quando ho detto questa cosa, no? E perché l'ho detta, in che contesto. Comunque cominciano a parlare e lui dice: mi trovo, pur avendo vinto la Parigi Città del Capo, pur essendo Hubert Auriol, voglio dire, con tutto quello che aveva vinto in moto, così, mi trovo a giustificarmi del perché voglio prendere una Citroën per andare a fare la Parigi-Pechino. Comunque, dice, il colloquio non è andato bene per niente, fatto sta che Todt gli dice: vabbè, faremo una prova, facciamo dei test. E in quel periodo i test si facevano ad Alès, dove lui era andato a fare il test per Mitsubishi. Va lì e più o meno è sempre lo stesso iter, fai 2 giri in modo che i meccanici vedono se tutto va bene, se ti devono sistemare anche la posizione semplicemente, e poi ne fai 10. L'obiettivo non è fare il tempo, andare veloce, è non capottarsi, perché chiaramente quando guidi una macchina del genere per la prima volta, e lo posso dire anch'io perché ho guidato anch'io la ZX, ho avuto questo piacere, non è una macchina semplice, quindi già la devi tenere in strada. In più le sospensioni erano molto molto basse, c'era pochissima escursione sulle Citroën ZX, e quindi lui dice: un mal di schiena mostruoso. In più dovevi stringerti molto molto forte le cinture di sicurezza, e tant'è vero che dice: dopo 10 giri avevo già i segni, carne viva, ho detto: pensate fare una gara intera in questa maniera. Comunque poi finisce bene perché lo prendono e va a fare la Parigi-Pechino e resta con Citroën. Et tu es resté avec Citroën 3 ans? Alors, j'ai fait effectivement le Paris-Pékin, où j'ai Ouais. fini 5e. Et puis après, Oui. je suis resté 2 ans, 2 ans avec Citroën. Ouais. Et 92, on a fait, 93, on a fait premier, deuxième, troisième. C'est Sabi Ouais. qui a gagné avec Mitsubishi. il a gagné? Et 94, on a fait, quand c'est Paris-Dakar, le Paris, Oui. on a fait premier, second avec l'Artigue. Oui, exactement. Mais là, c'est une histoire un peu longue à raconter, on laisse tomber. Qu'est-ce qui s'est passé sous Toutes cette les Dakar? histoires. Chaque année, il y a beaucoup d'histoires. Oui, ça, je le sais. Mais là, il y a vraiment beaucoup, 94. 94, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Beh sì, il 1994, come sapete, successe tutto quel disastro sulla tappa che andavano a DB tra Citroën e Mitsubishi. Mitsubishi ritirò tutta la squadra per protesta e se ne andò. Il tempo chiaramente passa e nel 95, anzi nel frattempo, parlo aussi de resto, nel frattempo Hubert ha aperto un ristorante. Ça, en 90, 90 j'ai fait le restaurant. E io ci sono stata anche a mangiare, e una sera arriva Jean-Claude Killy e gli dice: perché non mangiamo insieme nel ristorante di Hubert? E Hubert dice: sì, io non avevo ancora mangiato, e così arriva la proposta, et il arrive la grande proposition. C'est là où, au moment du dessert, il me dit, mais tu crois pas que ce serait le moment que tu réfléchisses un peu et que tu viennes travailler avec nous? Alors moi, je lui dis, je le regarde un peu surpris parce que je comprenais pas très bien ce qu'il voulait me dire. Il me dit, écoute, tu as gagné en moto,
tu as gagné en voiture, tu as quand même une grande expérience de cette course. Est-ce que tu crois pas que c'est le moment de partager ton expérience avec les autres concurrents? Tu leur fais participer et participer à ton expérience. Et en fait, il me proposait de venir travailler avec lui et de les rejoindre dans l'organisation du Paris-Dakar. Alors bon, moi j'étais très flatté, mais je voulais pas lui montrer tout de suite ma joie. Alors on s'est revus et effectivement le lendemain j'ai dit attends, c'est une occasion unique parce que jamais j'aurais imaginé en participant au premier Dakar en 78 qu'un jour on me demanderait d'être l'organisateur de la course, quoi. Donc c'était vraiment c'était une idée qui m'avait jamais traversé l'esprit. Moi j'étais pilote, j'étais pilote, mais jamais j'imaginais que j'allais être organisateur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à diriger le Dakar avec beaucoup de choses à faire, Ah oui, ah bah parce oui. que en 95, donc pour le premier Dakar, TSO, les comptes de TSO étaient dans le rouge, donc ils perdaient de l'argent. Gilbert Sabine venait de céder l'année d'avant l'organisation, donc il avait vendu TSO et ASO avait racheté. Et donc, il y avait des problèmes avec la presse, les concurrents, les médias, les sponsors. Enfin bref, ça marchait pas très bien et il fallait tout remettre. En plus, il y avait déjà les problèmes avec la cantine, Africa Tour. Donc, on commençait sur le bivouac, on parlait plus d'Africa Tour, mais de Africa Vautour. Donc, il y avait beaucoup de problèmes et il fallait reprendre à zéro l'organisation et revoir tous les partenaires, rediscuter avec tout le monde. Donc, énormément de travail. Et c'est comme ça que, première des choses, il fallait réduire les coûts parce que il fallait faire en sorte que la société gagne de l'argent parce qu'il n'était pas question que ça perde de l'argent. Il m'avait dit, une organisation, il faut que TSO contribue aux résultats financiers de ASO, donc il faut que TSO gagne de l'argent. Bon, alors, c'était pas forcément dans un premier temps de gagner de l'argent, mais il fallait déjà pas en perdre, ce qui était déjà un gros problème. Donc, on a commencé à travailler et c'est comme ça que je me suis retrouvé tout de suite plongé dans l'organisation. Alors, première des choses, il a fallu refaire une équipe parce que voilà, moi je connaissais personne. Il fallait monter une équipe, organiser le fonctionnement de TSO, la société, revoir tous les partenaires, tous les prestataires, la sécurité, le transport, les hélicos, les avions, etc. Faire une politique commerciale, faire la promotion pour vendre le Dakar et définir un parcours. Et c'est là qu'on a eu l'idée, on a pris la décision la première année de partir de Grenade, en Espagne, parce qu'on avait un très très bon contact avec Juan Porcar chez RPM. Oui. Et puis de partir d'Espagne, ça raccourcissait la course. Donc, comme c'était 2 jours de moins, et ben 2 jours de moins, c'était un coût en moins pour la course. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé à lancer l'organisation. Bon, allora vado a fare la traduzione. Quindi praticamente chi lì va a cena da lui una sera e gli dice: non pensi che sia venuto il momento che tu venga a lavorare per noi? Lui dice: sul momento non ho capito la proposta perché non ci avevo proprio mai minimamente pensato, e invece gli propone di diventare il direttore generale praticamente. Perché? Perché nel 93 Gilbert Sabina aveva venduto praticamente TSO, l'aveva acquistata ASO, il 94 c'era stato questo momento di prova per Fenouil che chiaramente non aveva avuto seguito e quindi c'era bisogno di un direttore, non solo un direttore, bisognava cambiare tutto perché la Dakar stava vivendo un momento molto difficile, i conti erano in rosso, bisognava rifare tutto, bisognava prendere una persona carismatica, questo non l'ha detto ma ve lo dico io, bisognava fare sì che le persone tornassero a credere nella Dakar, e così lui si trovò a fare un lavoro infernale perché chiaramente bisognava ricominciare da capo, creare una nuova equipe, un nuovo staff, lavorare, fare promozione, riguadagnare la fiducia dei giornalisti che era andata abbastanza perduta, insomma ricostruire tutto quanto, e ce la fecero chiaramente, e fu un lavoro non facile, quindi lui si trovò immediatamente immerso
in questo impegno, e nel 95 la Dakar appunto partì da Granada, perché la prima cosa da fare, tra le tante cose che bisognava fare, chiaramente era risparmiare per attirare di nuovo le persone a venire sulla Dakar. 2 giorni in meno, partire da Granada voleva dire evitare la Francia, quindi 2 giorni in meno di gara, costi inferiori in tutti i sensi, e quindi si partì per la prima avventura. Bien, alors, premier Dakar, ça passe bien, 95, 96, ça passe bien, mais chaque fois, tu cherches quelque chose. Chaque année, ça s'améliore, et voilà, moi, je commence à comprendre comment ça marche, sauf que c'est compliqué, tu vois, parce que il suffit pas de dire les choses, il faut les faire. Et en fait, tu t'aperçois que pour rétablir la confiance avec les concurrents, les sponsors, c'est des petites marches. Il faut marcher à chaque fois, et les gens te jugent sur ce qu'ils voient et ce que tu fais, pas sur ce que tu dis. Tu dis, je vais faire ça, et les gens te disent, ok, c'est ça. Tu nous l'as déjà fait. Nous, on te croit pas. Et donc, il faut que tu dises les choses et que tu les fasses. Et en fait, pour l'anecdote, la première fois où j'ai eu le problème, je fais la conférence de presse à l'Automobile Club Place de la Concorde. On fait la conférence de presse, et puis on invite tout le monde à venir à, je sais pas, à 10h, 10h30. 10h30, personne. L'attaché de presse, je lui dis, il faut qu'on commence et tout. Elle me dit, non, on peut pas commencer, les journalistes sont pas là, écoute, il y a pas personne et tout. Je lui dis, attends, on les a convoqués à 10h30. 10h30, c'est 10h30. Alors, bon, j'attends un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je commence. Et il y avait la moitié de la salle qui était remplie. Je commence quand même. Et je fais la présentation. J'explique, machin, etc. Et on arrive à la fin de la présentation. Et je dis, il y a des questions. Et alors, évidemment, tout le monde lève le doigt. Et machin, vous avez commencé, on n'était pas là, etc. Je dis, écoutez, moi, j'avais dit 10h30, j'ai commencé à 10h30, il y avait personne, j'ai commencé à 11h moins le quart. Si vous étiez pas là à 11h moins le quart, vous apprendrez que la prochaine fois, vous serez à l'heure. J'ai marqué un point, et la fois d'après, ils étaient à l'heure. C'est la seule façon on a des problèmes de connexion. Ouais. Je t'avais perdu. Je suis toujours là. Ok. Ouais. Allora, j'ai fait la traduzione, approfitto per fare la traduzione. Quindi dice, abbiamo cominciato questa cosa riguadagnando la fiducia delle persone, appunto cosa che non era scontata, come possiamo dire, e lui fece, quando decisero di fare la conferenza stampa anche per presentare tutto, lui aveva capito che, ed è una cosa che vale anche oggi, se dici una cosa la devi fare, perché solo dirla, soprattutto questo noi l'abbiamo imparato da tempo, solo dirla non basta, ti dicono sì certo, come no, e quindi sanno che non lo farai. Invece lui voleva che tutto quello che veniva detto si facesse. Effettivamente ve lo posso dire, io le ho fatte quasi tutte le sue Dakar, e lui è stato anche quello che ha riportato la comunicazione nella sala stampa, perché prima, quando si faceva male qualcuno, c'era qualcosa di grave, non lo diceva nessuno, invece Hubert era il primo che entrava in sala stampa e ci diceva quello che stava accadendo. Fa questa conferenza stampa alle 10:30, non c'è nessun giornalista, lui comincia lo stesso, aspetta un quarto d'ora, quando poi arrivano i giornalisti sono tutti arrabbiati e gli dicono, perché hai cominciato? E lui fa, perché da oggi è così che funziona, cioè le cose saranno puntuali e si svolgeranno puntualmente. Ok. Et puis c'est comme ça que on arrive ouais. Vas-y. C'est comme ça? Non, mais on a progressé. On a progressé chaque année, l'organisation, le parcours, etc. Et puis on a commencé à avoir des petits problèmes avec nos amis les bandits en 99. En 99, à Tichit. Je suis en train de dormir. Tichit, c'est un aéroport, c'est sur un lac salé. Et je vais me coucher, et à minuit, ils viennent me réveiller. Il y a quelqu'un qui me secoue dans mon sac de couchage parce que je dors à la belle étoile dehors. Et il me dit, Hubert, viens parce qu'on a été attaqué. Oh là, le mot attaqué. Je sors du sac de couchage comme un furieux. Je vais au PC course et je me fais expliquer ce qui se passe. Et en fait, on est en pleine nuit, on comprend rien. Et on apprend que il semblerait qu'il y a des concurrents qui se sont fait braquer en pleine nuit, à environ 1 heure et demie de Tichit,
dans un endroit où il y a un défilé, où on passe dans la montagne. Alors, on essaye de téléphoner à Roger qui est à Nouakchott, à Nouadhibou. Il répond pas. Personne téléphone répond pas. Il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Et je dis bon, bah, on va attendre le lever du jour le lendemain matin parce qu'on peut rien faire de nuit. Effectivement, le lever du jour, je réunis tous les concurrents qui sont là. Je leur explique ce qui se passe. Et dès que le jour se lève, on prend un hélicoptère et on file à la rencontre de l'endroit où s'est passée l'attaque. Et là, on arrive. Désastre, il y a 2 camions de l'organisation, les pneus crevés, il y a des voitures arrêtées sans roue de secours, et puis il y a un certain nombre de concurrents qui sont là sans roue parce qu'on leur a volé les roues, etc. Et là, on apprend qu'il y a une 50aine de concurrents qui se sont fait rançonner par des bandits grand chemin, qu'il y a 2 voitures de l'organisation qui sont parties avec les bandits, et on voit les traces qui montent au nord, qui partent. Donc, une fois qu'on a vu que personne n'a été blessé, qu'on a trouvé une solution pour les camions de l'organisation, etc., nous, on repart en hélico directement au bivouac, et il y a un hélico qui essaye de remonter sur les traces pour voir s'il voit les traces des bandits. Entre-temps, les Mauritaniens envoient un avion de reconnaissance qui passe, qui trouve les voitures des bandits qui sont en train de partir vers l'Algérie. Entendant l'avion, ils abandonnent une voiture, ils continuent avec une seule voiture, mais on peut pas les arrêter parce que c'est un avion de reconnaissance. Ouais. Et puis nous on arrive au bivouac, on réunit tout le monde, on fait une petite quête, on fait une cagnotte parce que le problème c'est qu'il y avait plein de concurrents qui avaient plus un centime, qui avaient plus de roue de secours, etc. Donc on s'organise pour le problème était de faire repartir la course. Donc la course repart, au lieu de partir aux heures normales, on a dû partir vers de 11h, 10h, 11h, 11h30 du matin. Et on neutralise l'étape pour l'étape suivante. Et puis on se dit, bah, dis donc, les Mauritaniens, on était très énervés parce que jamais on imaginait que ça pourrait nous arriver en Mauritanie. Ouais. Oui. Bon. Mais on était un peu en colère, quoi. Bref, la course se termine et tout, voilà, comme il faut à Dakar, pas de problème. Plus de peur que de mal. Mais là, on avait eu quand même, il faut savoir que l'année d'avant, on s'était fait voler un camion, Tatra, de nuit, déjà en Mauritanie. Ils avaient arrêté le camion, fait descendre l'équipage, et ils ont volé le camion et l'équipage est resté là. Donc on avait déjà eu une petite alerte, mais pas plus que ça. Et là, c'était quand même sérieux, parce que 50 concurrents qui se font rançonner en pleine nuit. Ouais. Et donc on rentre de ce Dakar, et on se dit, ben, l'année prochaine, la Mauritanie, on n'ira pas. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir au Dakar de l'année d'après. Et le Dakar de l'année d'après, c'est le Dakar de l'an 2000. Oui, exactement. Siècle. Ah ouais. Et moi, quand même, ça faisait donc 5 ans que j'étais à la tête de l'organisation. Je me dis, attends, pour le Dakar de l'an 2000, il faut qu'on fasse un Dakar spectaculaire, un Dakar qui marque les esprits, qui soit dans l'imaginaire, tu vois. Ouais. Et on commence à réfléchir. Et je me dis, ce qui serait formidable, c'est de faire une épreuve entièrement en Afrique. Et là, on reprend la carte et il n'y avait pas 50 solutions. À partir du moment où on enlevait la Mauritanie, ouais. La solution, c'était de partir de Dakar et d'aller où? Au Caire. Ouais. C'est comme ça Ouest, qu'est venu le projet de faire un Dakar entièrement africain, de l'ouest en est. Oui, allora ci vai a tradurre. Beh, questa storia credo che molti la conosciate. Praticamente nel 99 io lavoravo in cucina, me lo ricordo benissimo, è notte, e io avevo il turno di notte quel giorno e ci rendiamo conto a un certo punto che, diciamo, dalle 11 non arriva più nessuno, cosa che non era normale, era una tappa che portava a T-Shit. Non arriva più nessuno, vuol dire che è successo qualcosa, mancavano ancora parecchi concorrenti. E effettivamente vanno a svegliare Hubert e gli dicono: guarda che purtroppo i concorrenti sono stati attaccati dai predoni. Allora non puoi fare niente perché è notte, cominciano a chiamare tutti ma non risponde nessuno. Quindi mi ricordo siamo rimasti tutti lì ad aspettare e sperando di vederli arrivare. Tra l'altro nel gruppo che ci sta seguendo in diretta c'era anche Corrado Pattono, quindi lui se lo ricorda benissimo.
I predoni cosa avevano fatto? Li avevano fermati, avevano rubato tutti i loro soldi, tutte le loro gomme di scorta e avevano portato via anche due vetture dell'organizzazione. Quindi appena viene sul il giorno, appena viene luce, partono con l'elicottero, arrivano e trovano questo gruppo nutrito di concorrenti che gli raccontano le storie. Chiaramente nessuno aveva più una sola lira, voglio dire, avevano fatto fuori tutto quanto. Allora cercano di farli ripartire, perché chiaramente i predoni avevano sparato alle gomme dei camion, quindi i camion non potevano ripartire, insomma era una situazione abbastanza complicata. Viene annullata la tappa del giorno dopo. È vero, Maurizio mi ricorda che c'era anche Alessandro Pio, hai assolutamente ragione. Quindi in qualche maniera riescono ad arrivare al bivacco, viene annullata la tappa e cercano come possibile di arrivare in fondo, perché appunto c'era anche un problema materiale. E a quel punto, quando si torna a casa, ci si rende conto che la situazione comincia a essere abbastanza delicata in Mauritania, anche perché i predoni attaccavano in Mauritania e poi scappavano verso l'Algeria e non c'era modo di prenderli, e si decide di fare un percorso alternativo. E quindi è lì che nasce la famosa Dakar da ovest a est, e cioè la Dakar, il Cairo. Alors, je voudrais bien continuer, mais on est déjà arrivé à 1 heure. Alors, par contre, j'ai des choses à te dire encore, et je te fais voir en photo, parce que, bon, Hubert è rimasto 10 anni alla direzione della Dakar, ha fatto tantissime cose, non c'è stata pas seulement il Dakar Caire, mais c'è stata aussi la Dakar del 2003, che è stata Tunisia, Libia, Egitto, aussi 2003, la Tunisie, la Libye, l'Égypte aussi. Ma les 2005, il y arrive une surprise pour toi, et je partage avec toi une photo, et c'est cette situation là-bas. Oui. Mais ça, c'est parce que, en fait, après mes années Dakar, quand j'ai quitté ASO, j'ai eu très envie de recourir à nouveau. Et il y a eu l'opportunité de rouler avec Eddie Royoli sur la Isuzu. Et donc, on se retrouve là, c'est avec le team de Claire Regazzoni à Monaco pour la présentation. Et moi, j'avais comme coéquipier Jean-Paul Fortom. C'est la première année que j'ai fait équipe avec Jean-Paul Fortom, qui va devenir un ami et un coéquipier avec qui je vais faire plein d'aventures. Voilà, c'est là. Et tu es revenu sur la course, on peut dire. Tu as repris la course. Alors, j'ai repris la course. Le problème, c'est que malheureusement, ce projet Isuzu, c'était une voiture qui était construite en France, qui partait de zéro. Il fallait construire de toutes pièces une voiture prototype, qui était super idée. Mais la voiture a été finie tard, trop tard, pas assez d'essais. Et une fois qu'on avait, malheureusement, j'avais déjà connu ça chez BMW. Tu sais, quand il y a des ingénieurs qui ont des idées, mais qui n'ont pas l'expérience de la course sur le terrain, ils font des suppositions dans les bureaux, mais ce qui marche dans le bureau, ça marche pas forcément sur la piste. Et en particulier, dans cette voiture, le radiateur était derrière, donc derrière le pilote. Et donc, la ventilation n'était pas assez forte. Et il y avait un seul ventilateur de grand diamètre, mais un seul ventilateur. Et ben, quand le ventilateur est tombé en panne, il n'y avait plus de refroidissement. Et donc, dès la première étape, on a eu des problèmes de refroidissement. Le moteur a chauffé, joint de culasse cassé, et on n'est pas sorti de la spéciale de Mersuga. Wow, allora dice praticamente sì, c'è stata questa esperienza perché voleva anche lui tornare a correre una volta finito il suo impegno con ASO, e c'è stata questa opportunità appunto col team di Claire Regazzoni, ne abbiamo parlato anche ieri con Eddie Orioli, solo che lui dice c'era stato un problema in questa vettura sul raffreddamento, perché c'era un radiatore che era alle loro spalle con una sola ventola, e purtroppo lui è rimasto incastrato, diciamo, nella tappa, quella di Merzouga, quindi iniziale della Dakar in Marocco. Je veux encore discuter de toi, avec toi, 2008, pas Dakar ne part pas, il 2008, come sapete, la Dakar non parte, ma Hubert viene chiamato da una serie di realtà
che sono appunto la Mauritania piuttosto che il Senegal, e gli dicono, perché chiaramente l'Africa ha avuto un danno enorme, catastrofico nel momento in cui la Dakar ha detto non solo che non andava più, ma che era dei paesi pericolosi. Quindi chiamano Hubert e gli chiedono ma non si potrebbe fare qualcosa? E così Hubert comincia a pensare 2008, pas de Dakar, et toi, tout le monde il t'appelle Sénégal, Mauritanie pour dire est-ce qu'on peut faire quelque chose, on peut trouver une solution différente, et comme ça tu commences à réfléchir sur la légende. Oui, enfin non, la légende c'est avant, c'était en 2006 la légende des héros. Hein. Mais D'accord. en fait, j'organise la légende des héros et puis il y a cette annulation du Dakar en 2008. Je me dis quand même c'est pas possible qu'il n'y ait pas un rallye qui existe en Afrique et tout. Et je fais un voyage au Sénégal, je vais voir les autorités mauritaniennes et tout le monde me dit ah mais si vous voulez, nous on vous supporte, on vous aide et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'organiser une nouvelle course qui s'appelait l'Africa Race. Africa Race, je mi sono confonduta, je m'excuse, è vero, mi sono confusa io. Allora, la leggenda degli eroi era nata nel 2006, quando appunto lui aveva smesso poi di correre, ma quando appunto nel 2008 si è fermato tutto, lui dice c'è una possibilità, non è possibile che non si vada più a correre in Africa, e crea, quindi innanzitutto deposita il marchio e la chiama Africa Race, perché lì doveva essere questa gara, e crea quella che poi adesso è ancora viva ed è l'Africa Eco Race. Sont les pays de l'Afrique aussi, non, qu'il avait envie de continuer à faire cette chose. Oui, tout le monde avait envie, mais parce qu'à ce moment-là, si tu veux, la situation était un peu compliquée parce que ASO avait laissé entendre qu'il reviendrait peut-être en Afrique, ce qui était, pour moi, c'était impossible pour les raisons qu'on connaissait. Et par contre, il y avait aucune raison qu'on n'organise pas une course en Afrique, quoi. Donc voilà, enfin bon. De toute façon, c'est comme ça, c'est de l'histoire, c'est l'histoire ancienne. Mais ce qui est important, c'est que l'Africa Race existe et il y a toujours une course en Afrique. Oui, questo è esatto. L'importante è certo che i paesi volevano che si ritornasse a correre là. Lui dice la cosa importante oggi è che l'Africa ha ancora una sua gara, che esiste ancora e che continuerà ad andare avanti. J'ai une petite question d'actualité, on peut dire, parce que j'ai vu sortir une nouvelle sur le prochain Dakar 2021. Qu'il ouvre ses ports, on peut dire, en catégorie classique. Est-ce que tu as vu cette... Non, je suis pas au courant. Ouais, ça vient di sortire hier. Allora, praticamente ieri è uscita questa notizia che la Dakar apre le iscrizioni anche alle vetture storiche. Devo dire questa cosa ha sorpreso molte persone perché insomma sono altre le gare che si vanno a fare per questo tipo di vetture, di mezzi, anche perché penso che sia aperta anche ai camion, e quindi io domandavo a Hubert se lui ne sapeva qualche cosa, perché sinceramente è un po' strana come decisione, e vedremo se poi andrà avanti et come andrà. Bon. Alors, Hubert, il faut te dire merci encore. Merci Betty. À toi. Alors, merci pour tes anecdotes. On peut rester ici encore beaucoup de temps parce qu'en effet, no, attends, les derniers, parce que c'est important, lo so che siamo oltre l'ora, ma c'è l'ultima che è troppo bella, l'histoire du capot de Guy Frecklin qui t'attendait à l'arrivée, qu'il volait les capots. Non, mais j'en ai pour 2 heures si je raconte ça. No, mais au moins c'est là, je l'aime beaucoup. Allora no, cioè questa storia ve la dobbiamo assolutamente raccontare perché è troppo divertente, ma soprattutto vi fa capire com'era la mentalità di Citroën in quel periodo, quindi con Guy Frecklin. Allez-y, je te laisse raconter. On est en 1994 et on fait Dakar, Paris, Dakar, Paris. Oui. Et puis, on part de Tata Dakhla, une étape très rapide, etc. Et moi, je suis 2e ou 3e, je crois. Enfin, j'ai gagné la spéciale la veille. Bon. Et on est avec Gilles, on est dans la spéciale, on roule très vite. Et d'un seul coup, bam, une explosion et la voiture prend feu. Donc, évidemment, il y a les extincteurs automatiques dans la voiture, donc les extincteurs se déclenchent. Évidemment, le moteur s'arrête. On descend avec Gilles. Je soulève le capot. Tu imagines le capot de la ZX. Et là, tout est noir. Et là, je suis un peu sceptique parce que je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc, on enlève le capot. Je dis à Gilles, écoute, on sort les outils et on va pas rester là. Il faut essayer de redémarrer le moteur.
Donc, on prend les outils, on met tout ça à plaire. Moi, je prends une pince, je regarde dans le moteur. Il y avait ça qui avait brûlé, je coupe. Alors, ce qui est coupé, j'enlève, je rebranche. Enfin, j'essaye de comprendre. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai toujours fait de la mécanique et je sais à peu près comment ça marche. Bref, je bricole pendant une demi-heure comme ça. Et puis, à un moment, je dis à Gilles, tu devrais essayer, va mettre le contact et essaye de voir si ça marche. Il met le contact, on met les pompes en marche, pap, 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 pap. Il appuie sur le démarreur, paf, le moteur redémarre. Et moi, j'étais sidéré parce que jamais j'imaginais que on arriverait à réparer la voiture parce que pour moi, tout était noir, là, tu vois, tout avait brûlé. Bref, le moteur marche pas très bien, mais il marche. Et on s'apprête à repartir. Et Gilles me dit, le capot, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, le capot, on le prend pas parce que comme il n'y a plus d'extincteur, si jamais on prend feu, au moins ce sera à l'air et on risque pas de flamber. Et on repart donc avec la ZX sans le capot arrière. On finit la spéciale, il y a 250 km, donc c'est quand même, il fallait les faire. On arrive à l'arrivée et on arrive avec 1 heure et demie de retard sur les premiers. Évidemment, il y a Fréquelin qui est là. Il nous attend. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, il a appris qu'on avait brûlé, etc. Et je lui explique. Je lui dis, bah, écoute, on a eu un incendie. J'ai réussi à redémarrer la voiture et on est là avec la voiture. Et il me dit, et le capot? Et je dis le capot. Et moi, pour faire un trait d'humour, je dis le capot. On l'a laissé sur la piste parce que ça va faire un abri pour les renards. Et moi, je disais ça pour rigoler. Mais Fréquelin, ça l'a pas fait rire du tout. Et il avait absolument zéro humour. Donc, il part en ronchonnant et tout, et en gueulant parce que, genre, j'ai abandonné une pièce de valeur sur la piste. J'ai envie de lui dire, mais je t'ai ramené la voiture quand même. Ça me paraissait la chose la plus importante. Où j'avais envie de lui dire, tu aurais préféré que je laisse la voiture sur la piste. Oui. Bref. Moi, j'étais furieux après Fréquelin parce que quand même, je dépanne la voiture, je ramène la voiture, on perd un peu de temps, mais on est toujours en course puisque on est quand même bien placé. Ouais. Et la seule truc qu'il doit me dire, et le capot, qu'est-ce que tu as fait du capot? Mais ça, c'était Fréquelin. De temps en temps, il était pas très diplomate. Esattamente, c'est ça che ci vuole dire, giustamente. Allora, volevo raccontare questa storia perché è veramente emblematica del periodo e dei personaggi. Praticamente era appunto Parigi-Dakar-Parigi, zona Dakla, c'è questa tappa molto veloce, Hubert sta combattendo per la seconda e terza posizione, a un certo punto c'è Gilles Picard, con lui era già il periodo di Gilles Picard, non c'era più Philippe Monet, a un certo punto prende fuoco la vettura. Parte un incendio, quindi loro scendono velocemente, riescono a spegnere l'incendio con l'estintore e poi però dentro è tutto bruciato, quindi tolgono il cofano e cominciano a guardare quale sia il problema. È tutto nero, non si capisce niente, quindi lui dice cominciamo a lavorare mezz'ora, 3/4 d'ora. A un certo punto lui dice a Gilles prova a rimettere in moto il motore, vediamo se parte, e incredibilmente il motore si riaccende, al che dice fermi tutti, partiamo, cerchiamo di arrivare al traguardo come possibile. E chiaramente dice non rimettiamo il cofano, che poi era la parte posteriore, non lo rimettiamo a chiudere il motore perché se mai dovesse riprendere fuoco, cioè cerchiamo di lasciarlo all'aria e facciamo in tempo a scappare. In questa maniera arrivano al bivacco, quindi all'arrivo della speciale, con circa 1 ora e mezzo di ritardo dai primi, e c'è chiaramente Fréquelin, che è il team manager, che li stava aspettando e non gli chiede, cioè sapeva già chiaramente cosa era successo perché gli altri l'avevano visti, no? Passando. E la prima cosa che gli chiede non è state bene, eccetera, gli dice scusa il cofano della macchina dov'è? E Hubert pensando che stesse scherzando perché dice ma come? Prima ci chiedi se noi stiamo bene, la macchina te l'ho riportata, siamo ancora, sì abbiamo perso 1 ora e mezza però siamo ancora in gara e possiamo ancora dire la nostra, soprattutto non ci siamo fatti niente e soprattutto ti ho portato la macchina a fine speciale e tu mi chiedi dove il cofano. Allora lui scherzando gli dice il cofano è rimasto nel deserto e servirà da riparo per, non mi ricordo più se ha detto per le volpi del deserto, insomma per degli animali del deserto, no? E dice che Fréquelin, che era una persona che aveva zero umorismo, questo lo posso confermare assolutamente, l'ha presa malissimo, chiaramente, e quindi Hubert si è molto arrabbiato, non è per questo motivo, ma insomma per vari motivi successi quell'anno che poi lui decise di non continuare e tornò e andò appunto a passare alla direzione della Dakar. Bien, comme ça c'est à dire, parce que c'était trop sympa, mais surtout
fait comprendre bien la situation et les personnes. Voilà. Bien, bien. Hubert, merci beaucoup. Vraiment, merci pour ta patience et pour toutes les anecdotes que tu as partagées avec nous. On peut faire encore une séquence, hein. Ah oui, il y a suffisamment pour faire un mois, à mon avis, mais bon. Alors, on peut faire encore une heure, hein, ça, c'est pas un problème. Par contre, on a encore ton journal des confinements qui va continuer. Tous les jours, oui, oui, ça, je suis en train de le finir là. Dès que je raccroche, je le mets en ligne. Oui, allez, allora rimanete in linea. Domani vi annuncio gli ospiti di domani. Domani abbiamo 2 ospiti e ci spostiamo dalla leggenda, andiamo sulla realtà, perché domani parleremo di quello che sta succedendo a livello, come possiamo dire, economico, con questo coronavirus, perché avremo con noi Pierluigi Gaudio, che è uno dei responsabili della Fiera di Roma. Come sapete, Roma Moto Days non si è potuto svolgere quest'anno e ci spiegherà che cosa significa questo a livello finanziario e economico, ma anche di immagine. E con lui ci sarà Alberto Carnelos, che è un pilota di enduro, ma nello stesso tempo lavora anche in BMW, alla BMW Cercato di Padova, e con lui parleremo della decisione di BMW di non partecipare all'EICMA, quindi chiaramente di come la cosa verrà vissuta, e parleremo anche dell'R18. Lo so, siamo completamente fuori tema, ma secondo me qualche appassionato di BMW fra voi c'è e quindi avrà piacere domani di stare a sentire cosa diremo. Bien, j'ai annoncé pour demain. Tu sais, demain, on a notre ami qui était le responsable de la foire des Roms, Pierre-Louis. Il sera avec nous demain. Eh ben, tu le salues de ma part, hein. Oui, absolument. Et je te mets aussi les saluts dans la partie. Bon, Ciro, tu as parlé avec lui. Il y a plein du monde qui te fait coucou. Aussi Eddie Orioli, qui était avec nous hier. Merci encore, Hubert, pour tout et prends soin de toi. À bientôt. Ciao Betty. Au revoir. Merci. Bye bye. Ciao a tutti allora. Ci vediamo domani. Ciao, ciao. Ciao. Merci encore. Au revoir. Ciao, ciao.